Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web avec notre invité aujourd'hui Jean-Marie Le Guen, député PS et adjoint au maire de Paris. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urvoy, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi parmi nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Il va co-animer l'émission avec moi, une émission un petit peu retardée en raison notamment et surtout de l'hommage rendu au Premier ministre Pierre Mauroy, pardon, un petit oubli au Premier ministre Pierre Mauroy aux Invalides ce matin. On va y revenir d'ailleurs. Jean-Marie Le Guen, vous faites partie des députés qui travaillaient à l'Assemblée, en tout cas sur la réforme des retraites à venir. Un rapport va être remis au gouvernement ce vendredi, le rapport Moreau. Est-ce que vous avez pu tout simplement le consulter ou est-ce que vous en connaissez quelques préconisations ? On a vu dans la presse un certain nombre de pistes qui sont dégagées, et puis surtout les données. On sait qu'on a trouvé quelque chose comme 7 milliards pour arriver à une somme complète de 20 milliards d'ici 2020. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, essentiellement financier. Mais au-delà de cet aspect financier, je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus globale de ce qui est en train de se passer, parce que finalement, je trouve qu'on vit beaucoup ce type de retraite sous le mode de la sanction, du recul, etc. Alors qu'on est quand même, ce qui crée le problème, c'est pas la volonté de limiter, c'est au contraire la croissance de l'espérance de vie en bonne santé, et le fait que dans la population, il y aura effectivement une part de la population, en raison du boom des baby-boomers, donc une présence plus importante des personnes âgées. Donc c'est à cause d'une bonne nouvelle. C'est à cause d'une bonne nouvelle, il ne faut pas l'oublier. Ce qu'on a à gérer, c'est une transformation de la société, c'est une mutation de la société, mais qui est fondamentalement une bonne nouvelle. Ce pourquoi on se bat, nous, essentiellement, fondamentalement. Parmi les pistes que contiendra immanquablement le rapport Moreau, il y a celle du rallongement de la durée de cotisation. Est-ce que, de fait, on n'est pas finalement en train de revenir à quelque chose que vous avez contesté, d'ailleurs, en son temps, qui était le départ à 62 ans, souhaité par Nicolas Sarkozy? Alors, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a la borne d'âge, les fameux 62 ans. Et la durée. Et l'allongement de la durée de cotisation. Bon. En fait, la réalité, c'est que le Parti socialiste a toujours privilégié l'allongement de la durée de la cotisation et a toujours dit que c'était sa philosophie et qu'il était logique de travailler plus longtemps et de cotiser plus longtemps à partir du moment où on vivait plus longtemps. Bon. Alors, là où je vous en donne acte, c'est que certains au Parti socialiste ont pu se laisser emporter en parlant au moment de l'affaire de la réforme Fillon, au nom des injustices que moi-même je critique de cette réforme, un petit peu avec des slogans qui étaient un peu simplistes, du type retraite à 60 ans, etc. Bon, autant pour eux et autant pour nous, parce qu'aujourd'hui, il faut revenir à ce qui était à l'époque notre discours, à savoir l'allongement de la durée des cotisations. Alors cet allongement de la durée des cotisations, il est nécessaire, c'est la voie principale, elle permet à chacun de choisir un petit peu, on peut partir plus tôt avec une décote, mais en même temps, donc plus de liberté, mais plus de responsabilité évidemment avec cet allongement de la cotisation. Mais c'est pas forcément le seul critère. Moi, je me demande, je sais que mes amis sont pas toujours d'accord, mais sur la borne d'âge, je trouve que il faut pas, en tout cas, envoyer un symbole. Il faut que tout le monde travaille plus longtemps, soyons très clairs. Alors, la borne d'âge, avec les amendements qu'ont apporté François Hollande au mois de juillet dernier, à savoir le fait que les carrières longues étaient prises, je me demande si c'est pas aussi un des éléments, même modérés, que l'on peut apporter à la réforme. Je n'ai pas l'impression d'être pour l'instant totalement Vous seriez donc favorable à ce que la réforme à ce qu'on bouge un tout petit peu à l'âge de départ voilà, un tout retraite. petit peu sur la borne d'âge. Je sais que je suis encore une fois plutôt minoritaire parce que c'est un effet économique important, puis c'est un effet symbolique où on explique à tout le monde qu'il faudra bien travailler. Bon, plus longtemps. L'allongement de la durée des cotisations, c'est bien, mais est-ce que elle va s'appliquer très vite ou est-ce qu'on va dire à partir de 2017 ou 2018, on allongera les cotisations? Si c'est ça, on va relativement avoir des difficultés pour boucler financièrement. Alors si on dit que c'est à partir du 1er janvier 2014, par exemple, qu'on allonge, alors il y aura des résultats financiers, mais ça aura aussi des conséquences un petit peu brutales. Donc voilà. Et l'allongement des durées des cotisations pose le problème, va bientôt poser le problème,
de tous ceux qui ont des carrières qui ne sont pas remplies, et notamment des femmes qui... c'est une des questions que posent les internautes, d'ailleurs. Qu'est-ce qui sera pris en compte dans le calcul des retraites? Il y a notamment aussi un internaute qui nous interpelle sur cette durée de cotisation de 44 ans. C'est vrai que c'est le chiffre qui circule, je ne sais pas si on peut le confirmer. Mais pas à échéance bien sûr, avant 2020. À terme 44 ans de cotisation, ça veut dire que ceux qui commencent à travailler à 25-26 ans finiront de travailler à 69-70 ans. Donc cet internaute nous dit la retraite à 70 ans n'est donc pas un leurre aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, d'imaginable? Écoutez, moi quand j'écoute un certain nombre de mes collègues médecins, il y a un débat là-dessus sur l'évolution de l'espérance de vie et qui disent que les générations qui sont aujourd'hui très jeunes, voire qui naissent, seront centenaires. Je veux dire, il faut savoir de quoi on parle. La retraite à 70 ans, c'est possible à long terme. Écoutez, si demain la norme c'est de vivre jusqu'à 100 ans, j'allais dire, c'est pas totalement aberrant. On n'est plus au Moyen-Âge où les gens mouraient à 28 ans, ou à 30 ans, ou à 35 ans. On vit maintenant avec une espérance de vie qui se développe. Alors on verra, on n'en est pas là. Les 100 ans ne sont pas garantis pour chacun d'entre nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on n'en est pas là. Mais par ailleurs, lorsqu'on parle de travailler jusqu'à 70 ans, pour une retraite pleine, il ne sera sans doute pas interdit de partir plus tôt, mais d'avoir des choix qui puissent être différents. Alors parmi les pistes qui sont aussi évoquées, il y a celle de l'égalité de traitement entre les différents régimes. Ils sont nombreux. Mais on va parler d'abord peut-être de celui des fonctionnaires. C'est une question de Berthe. Quand le gouvernement, alors vous n'êtes pas ministre, mais vous auriez pu l'être, donc quand le gouvernement aura-t-il le courage de s'attaquer à la réforme du régime des retraites des fonctionnaires et de tous les régimes spéciaux? Alors, d'abord, il faut distinguer les régimes spéciaux et les régimes des fonctionnaires. Je vais parler des fonctionnaires d'abord pour dire qu'il faut casser un peu, tordre le cou à des idées qui sont fausses. Il n'y a pas un avantage, je parle bien des fonctionnaires et pas des régimes spéciaux, il n'y a pas un avantage considérable aujourd'hui, ni en termes de pourcentage du dernier niveau de salaire entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Les rapports du corps viennent de nous le montrer, ils ont été publiés hier, il y a 2 jours. En gros, il y a 1% de différence aujourd'hui. On peut estimer que la plupart des gens qui ont une carrière complète, évidemment dans le privé, ont une sortie à 74% et d'autres à 75%. Deuxièmement, on nous dit oui, mais, et c'est juste, le privé, on fait le calcul sur les 25 dernières années, alors que dans le public, on calcule sur les 6 derniers mois. Alors, honnêtement, moi je pense que cette borne de 6 derniers mois a des aspects un peu malsains. Néanmoins, il faut rappeler que le salaire des fonctionnaires est quelque chose d'extrêmement plat par rapport à des salaires du privé qui sont un petit peu plus élevés. Donc on pourrait commencer à allonger en quelque sorte la prise en compte, les années de prise en compte, sans que ça change fondamentalement le problème de la réforme. On ne peut pas aligner sur le privé du fait que les salaires évoluent moins chez les fonctionnaires, c'est ça ? Voilà. C'est plus difficile à évoluer. Deuxièmement, il y a les gens qui ont, mettons, 50 ans aujourd'hui, qui ont commencé à travailler il y a 30 ans. Pendant 30 ans, l'État leur a fait un contrat social et en leur disant, voilà, vous avez ce type de carrière. Mais bon, alors, pour cela, que à l'avenir, que pour des nouveaux entrants dans la fonction publique, on se dise que quand même, on a un intérêt à aller vers une harmonisation. Parce que je pense fondamentalement, autant il est désagréable et peu productif de commencer à regarder dans l'assiette du voisin en disant et à monter des fausses querelles sur il est plus avantagé que moi, autant je pense qu'il y a une aspiration à l'universalité, à l'équité et à la transparence. Donc vous dites il ne faut pas modifier la règle du calcul pour ceux qui travaillent aujourd'hui, mais uniquement pour ceux qui ont beaucoup d'années. Je pense qu'il faut aller vers une évolution progressive parce que je pense que l'aspiration à l'égalité, j'allais dire l'universalité des règles est très puissante. C'est pour ça d'ailleurs que moi, dans la manière dont je vois la réforme, je pense qu'il faut qu'on règle le problème des baby-boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 50 et 60, on va dire, ou 45 et 60, une partie d'entre eux sont déjà partis à la retraite, et qui sont des gens qui, j'allais dire, d'abord, c'est une bosse démographique, il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils profitent au maximum du système. Donc il faut qu'on gère ce problème. Mais surtout, il faut qu'on donne des garanties aux jeunes de 30 ans qui sont aujourd'hui, qui pour beaucoup d'entre eux ne croient pas qu'ils vont avoir de système de retraite. Or, il faut absolument assurer la validité de notre système de retraite dans les années 2030-2050. Ça, on peut le faire. Donc il y a 2 sujets qui doivent être raccordés, bien sûr. Mais il y a le traitement de la bosse
Et il y a le traitement du long terme pour les jeunes générations. Sur cette question des années de référence, là, il y a un internaute, Gisui, qui nous dit pourquoi ne pas aligner tout le monde sur 15 ans, prendre les 15 dernières années pour tout le monde. Mais peut-être, je pense qu'il faudra aller vers ce type de convergence, effectivement. Mais on ne peut faire converger les modes de retraite que sur 15 ans, si vous voulez. Moi, ce que je préconise, encore une fois, c'est qu'on arrive à tuiler deux approches différentes. Les générations après 60-70, si vous voulez, et les générations d'avant. Mais pour finir sur cette question des fonctionnaires, même sur un laps de temps de 15 ans, est-ce que le gouvernement aura le courage de le faire? C'est aussi ce que beaucoup d'internautes demandent. Est-ce qu'il aura le courage d'aligner, même progressivement? Il faut faire ce qui est juste et ce qui est nécessaire, ne pas faire de la provocation et monter les uns contre les autres. C'est vrai que aujourd'hui la droite, qui a un énorme problème, puisqu'elle nous avait dit qu'elle avait réglé le problème des retraites avec la réforme Fillon. On s'aperçoit 3 ans après que c'est pas réglé, que c'est toujours aussi injuste, etc. Donc maintenant, ils essayent de dévier le problème dans une polémique qui serait simplement une polémique publique-privée. Non, on a le problème des retraites est à gérer dans sa globalité, y compris malheureusement pour les salariés du privé. Mais il faut qu'il y ait de l'équité, mais ne commençons pas le problème des retraites, c'est pas la guerre civile entre le privé et le public. Là, on a parlé des fonctionnaires, mais il y a les régimes spéciaux. Alors, les régimes et là, c'est tout à fait autre chose. Et là, il y a des inégalités flagrantes en termes d'âge de départ, de durée de cotisation, de niveau de retraite. Là, il va falloir du courage. Voilà, vous avez raison, les régimes spéciaux posent un certain problème. Alors, qui prétendument avait été réglé, vous le souvenez, dès 2007 par M. Nicolas Sarkozy, qui nous avait dit « Attendez, moi, les régimes spéciaux, c'est mon truc, je vais m'en occuper, c'est fait. » On s'aperçoit que ça coûte effectivement beaucoup d'argent à l'État et que pratiquement rien n'est réglé. Alors, il va falloir qu'on ait cette discussion avec beaucoup de sérénité, parce qu'on sait bien que ce sont des gens qui sont très attachés à leur statut personnel, qui ont une culture d'entreprises très fortes et qui ont aussi une capacité très forte à exister. Vous parlez des cheminots, des gaziers, les électriciens gaziers, la RATP pour la région parisienne. Bon voilà, moi je pense que ces idées où ils continuent à croire qu'on peut partir à 52, 55 ans, etc., ne correspondra plus aux aspirations des nouvelles générations, y compris de ces entreprises. Parce qu'il y a un côté, comment dirais-je, à la fois irréaliste, bien sûr, mais aussi malsain. Je veux dire, on n'est pas sur la Terre pour ne pas travailler, excusez-moi. On est là pour... D'ailleurs, ces gens-là, ces professionnels, aiment leur métier. Donc, si vous voulez, avoir ce rapport à ces métiers, qui sont des rapports de défiance, etc. Bon, alors, en même temps, ils nous diront, mais attendez, si je dois faire évoluer ma retraite, qu'est-ce que je peux attendre de la collectivité par ailleurs? Et cette discussion, elle doit avoir lieu. Mais c'est vrai qu'il faut... Personne ne comprendra longtemps qu'on puisse continuer avec des électriciens gaziers ou des personnels des organismes de transport qui ont des départs à la retraite qui n'ont rien à voir avec le reste de la population. Jean-Marie Le Guen, on a encore 5 minutes à consacrer aux retraites à peu près. On va essayer d'avancer et on va vous proposer un pour-contre spécial retraite. Encore une fois, inspiré un peu du rapport Moreau qui va arriver en fin de semaine. La première question est pour Michel. Pour ou contre l'idée d'augmenter les cotisations patronales? Le MEDEF est très arc-bouté contre ça. Je suis plutôt contre l'augmentation des cotisations et patronales et salariales. Je pense que, alors, si c'est du 0,2 ou du 0,3, je ne vais pas protester. Mais en gros, moi, je ne souhaite pas qu'on règle le problème des retraites par l'appel à des cotisations supplémentaires, donc un coût du travail ou un coût sur le pouvoir d'achat des actifs d'aujourd'hui. Je pense que le problème de la bosse dont je parlais tout à l'heure, des baby boomers doit se régler pour beaucoup entre eux, si j'ose dire. Est-ce que vous êtes pour ou contre mettre en place des congés de fin de carrière ou un supplément de retraite, il en est question, pour les travailleurs exposés à la pénibilité? Alors, je suis favorable et en même temps, j'ai envie de dire, la pénibilité, d'abord, il va falloir qu'on se mette d'accord, parce que chacun voit sa pénibilité à sa porte. Et deuxièmement... Vous êtes pour une approche un peu stricte de la pénibilité? D'abord, je suis pour une approche très stricte de la pénibilité et je suis pour que l'essentiel de la pénibilité soit traité en temps réel. C'est-à-dire que si vous faites... moi, je m'occupe beaucoup des hôpitaux, je suis responsable des hôpitaux de Paris. Quand vous êtes une infirmière, par exemple, et que vous travaillez en 3-8, c'est pénible. Objectivement, travailler la nuit, c'est plus difficile, ça décale l'alimentation, ça donnerait droit à un crédit de retraite supplémentaire? Mais
j'aimerais encore plus de la RTT, de la rémunération, du droit de récupération, des évolutions de carrière. Si vous voulez, ce que je voudrais, moi je suis médecin, j'aime que les gens ne tombent pas malades, donc je n'ai pas envie simplement de compenser leur maladie par un départ en retraite plus tôt, si vous voulez. Parce que c'est un échec. Si on dit vous allez partir en retraite plus tôt parce que vous allez mourir plus tôt, hein, ce qui est un peu l'idée, c'est quand même pas très exaltant. Alors ça existe, j'en prends acte, mais en même temps, j'aimerais qu'on traite la qualité du travail. Et je pense que la question des retraites doit être une véritable introspection sur ce que c'est que la santé au travail. Parce que la santé publique a des choses à dire sur la santé des travailleurs, notamment à partir de 50 ans. Il y a des progrès considérables à faire. Donc écoutons tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Pour ou contre, Monsieur Le Guen, l'idée de fiscaliser les pensions qui sont majorées de 10% pour les parents de familles nombreuses, 3 enfants ou plus? Faut-il Je pense qu'en tout état de cause, il faut qu'il y ait une limitation et autant il faut sans doute avoir un geste pour les familles de 3 enfants. C'est un aspect de la politique un peu nataliste qui a été la nôtre. Bon, et là aussi, c'est une idée d'un contrat, mais je pense qu'il est anormal que ça soit un avantage inversé, puisque par définition, ce sont les plus grosses retraites qui bénéficient le plus de cet avantage fiscal. Donc il faut le limiter, et donc je suis... Une des solutions peut être la fiscalisation, l'autre un plafonnement, etc. Et le dernier pour contre, c'est pour ou contre faire contribuer les retraités eux-mêmes à la retraite. Il est question notamment d'une sous-indexation, voire d'une désindexation des pensions. Il est question en gros de faire contribuer les retraités au système. Je pense que de toute façon, les retraités ne peuvent pas imaginer que durablement, il puisse y avoir une progression du niveau des retraites qui soit supérieure à la progression de la richesse nationale. Il n'y a pas de Père Noël qui vient tout d'un coup à aider les retraites françaises. Donc c'est les actifs qui payent pour les inactifs. C'est le principe de la répartition dans laquelle... Il faut qu'on décloisonne cette répartition. Je pense qu'il faut le faire avec un souci de maintenir le niveau des retraites et de différencier, je pense, les petites retraites qui doivent être soutenues. Et puis, voilà. Mais comme on veut travailler sur les petites retraites, notamment sur la question des femmes qui sont souvent impactées, je pense que c'est justement à ce niveau-là qu'il faut agir, c'est-à-dire maintenir la progression des petites retraites, mais sans doute limiter. Voilà. On peut se dire, par exemple, qu'un basculement aux alentours de 1000 ou 1100 euros, continuer à faire progresser en dessous, limiter la progression, un peu la progression au-dessus, pourrait être, ce n'est pas le pactole, hein, c'est pas le Pérou, mais c'est plus juste et plus efficace. Il y a une autre suggestion que nous fait un internaute, la Passolo. Ne pourrions-nous pas supprimer pour les retraités l'abattement d'impôt de 10% pour frais professionnels? On ne voit pas bien ce que sont les frais professionnels d'un retraité. Est-ce que c'est un sujet tabou, ça, pour vous? Non, là encore, je pense qu'il pourrait être limité, hein, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui profite beaucoup aux grosses retraites plus qu'aux petites. Donc on pourrait dire que c'est surtout forfaitisé. Et alors pour conclure sur ce chapitre des retraites, Michel Issindou, le député probable rapporteur du projet, a annoncé des décisions impopulaires. Bon, tout ce qu'on vient d'évoquer là, effectivement, porte en soi le risque d'être impopulaire. Est-ce que vous sentez, François Hollande, est-ce que vous sentez le gouvernement capable, déterminé pour affronter cette étape majeure? Écoutez, de toute façon, la popularité, elle ne se décrète pas. Hein. Vous le voyez aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement soit complètement populaire. Deuxièmement, si on veut gouverner par la popularité, il vaut mieux rester dans l'opposition. C'est beaucoup plus facile. Donc là, on est là pour assumer des responsabilités. Et moi, je crois à la démocratie. C'est-à-dire, je crois qu'on peut parler au peuple sans avoir comme programme venez et je vous donnerai plus d'argent avec de l'emprunt que paieront vos enfants. Donc, si vous voulez, je crois que les gens sont capables de comprendre qu'il y a des efforts à faire, qu'on est tous tributaires, que l'État n'est pas là pour distribuer de l'argent qu'il n'a pas. Donc, j'imagine bien qu'il y aura des interrogations, des déceptions, des mécontentements, mais moi je pense qu'on est capable d'expliquer aux Français une réforme qui, je le rappelle, part parce que nous avons de bonnes nouvelles. Hein. Si on mourait plus jeune, il n'y aurait pas de problème de retraite. Il y a de multiples contraintes, c'est ma dernière question là, sur le chapitre, de multiples contraintes à intégrer. Est-ce qu'au bout du compte, un système de retraite par points n'aurait pas été une bonne méthode pour
tenir compte de tout ça? C'est ce que je propose, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures de court terme d'ici 2020. C'est un paquet de mesures qui ne sont pas les plus agréables à prendre, mais qui sont aussi des mesures de justice et des mesures d'efficacité. Et puis, il faut qu'on ouvre des discussions sur les retraites au-delà de 2030, et donc aller vers des systèmes par points qui sont plus autonomes, plus universels, plus justes, plus lisibles. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et qui colle mieux à la situation de chacun. Et qui colle mieux à la situation. Mais on ne peut pas faire cette réforme-là en 6 mois, ni même en 1 an. C'est 2 ans, 2 ans et demi de travail, et 3 ou 4 ans pour la mise en application. Donc, si vous voulez, mais c'est important, et raison de plus de le faire dès maintenant. On va passer au quotient familial, à la politique familiale. On a parlé de la branche vieillesse de la Sécu, on va parler de la branche famille. La baisse du quotient familial a été annoncée il y a quelques jours par Jean-Marc Ayrault. Elle est critiquée. On a reçu beaucoup de coups de gueule, entre guillemets, d'internautes. Il y a Georges, par exemple, qui vous demande quand cessera-t-on de tailler dans la politique familiale, qui a pourtant fait ses preuves, et de frapper encore et toujours les classes moyennes. Écoutez, je ne sais pas si Georges est dans la classe moyenne. Là, ce qui seront impactés, c'est 12% des Français les plus riches dans la politique familiale. Alors moi, si la classe moyenne, c'est les 12% les plus riches, je me demande ce que sont les 60%. Pour vous, on ne touche pas à la classe moyenne avec alors la classe moyenne supérieure, mais c'est des gens qui sont, je rappelle, ceux qui sont touchés, c'est plus de 5 000 €. C'est quand même pas rien. Moi, je dis pas que c'est la grande richesse. Je sais que M. Bill Gates est plus riche, ou d'autres en France. Mais 5 000 €, c'est quand même confortable, on va dire ça. Alors, je rappelle que le niveau moyen, médian des Français, c'est 1 500 €, 1 600 €. Donc 5 000, ça concerne 12% des gens les plus riches. Mais à l'heure où on parle d'une stabilisation de la fiscalité en 2014, on parle vraiment de stabiliser les choses. Là, on parle quand même d'1 milliard d'impôts en plus, puisque c'est de ça. Voilà, alors, moi, je ne veux pas jouer sur les mots. On va dire qu'il y aura plus d'impôts qui seront payés, mais en fait, c'est une diminution de la diminution d'impôts. Bon. Je pense que le problème, il est le suivant, c'est que on a un peu, on a un peu empilé là des mesures fiscales qui toutes ont leur raison d'être. Moi, je le dis, surtout dans une période de crise qui appelle à la solidarité. Oui, la progressivité de l'impôt sur le revenu est plus forte. Oui, la taxe à 75%. On limite. Oui, la taxe à 75%. Vous avez été assez critique d'ailleurs, il me semble avoir lu une tribune. Je pensais qu'on pouvait tourner un peu la page de cette affaire. Là, le dispositif est un dispositif adopté qui va bientôt se terminer. C'est la taxe de trop ? Non. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu d'impressionnisme fiscal. C'est-à-dire que tous les matins, il y a une petite taxe qui vient. Bon, je pense qu'il faudrait rassembler tout ça et avoir une attitude C'était dans le programme de François Hollande, une grande réforme fiscale. Voilà. On ne l'a pas eu, cette réforme. Je suis d'accord avec vous, parce qu'il y avait l'urgence, parce qu'une grande réforme fiscale demande beaucoup de travail. Hein. C'est pas si simple. S'il y avait qu'à écrire une ligne, on le saurait. Et donc, je dis simplement que c'est un peu baroque. Hein. On a multiplié comme ça un certain nombre de choses qui sont toutes légitimes, qui, à mon avis, ne posent pas les problèmes majeurs auxquels l'opposition veut faire référence. Je pense que tout ça reste quand même dans le domaine de la solidarité. Mais néanmoins, pour plus de lisibilité et moins de polémique, il faudrait aller vers une harmonisation. Vous voulez dire qu'il y a une saturation fiscale, en tout cas perçue comme telle par les Français. Oui. Je voulais vous interroger sur un autre point concernant la branche famille, qui supporte une partie du poids des retraites des parents de familles nombreuses. C'est plus de 4 milliards, or son déficit est de 2,5. Est-ce que finalement cette branche famille n'est pas saine, n'est pas équilibrée, et est-ce qu'il n'aurait pas été plus commode d'isoler la partie retraite, de la faire et de la mettre dans la négociation sur les retraites? Écoutez, je répondrai 3 choses. Premièrement, cette réforme a été faite par la droite. Alors aujourd'hui, ils protestent, mais enfin c'est eux qui ont pris de l'argent qui était dans la famille pour le mettre sur la retraite. Deuxièmement, au fond, qu'il y ait de l'argent de la famille qui vienne payer les avantages d'une politique familiale, fût-ce à travers la retraite, c'est pas totalement aberrant. Troisièmement, moi je veux bien qu'on dise, moi mon régime il est équilibré et le régime d'à côté ne l'est pas, mais au total c'est quand même la puissance publique, c'est en gros tout ce qui est les prélèvements obligatoires d'un côté et la dépense publique de l'autre. Alors vous savez, quand on a dit que c'était tel taux de cotisation, pourquoi aujourd'hui, par exemple, pourquoi la branche famille, pourquoi ce sont les entreprises qui payent les cotisations familiales? C'est un peu baroque, honnêtement. Je ne vais pas vous dire que c'est la réforme qu'il faut faire immédiatement, mais on pourrait quand même imaginer que on voit pas pourquoi c'est les entreprises qui payent ça, c'est une question qui est posée normalement par un autre rapport, un rapport du Haut Conseil du financement de la Sécurité sociale. Mais
Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison... Apparemment, ce rapport, encore une fois, ce sont des fuites, ne trouve pas la solution à ce problème. Non, parce qu'après, c'est très Est-ce qu'on va compliqué. renoncer à baisser les cotisations patronales? Oui, alors on en a pris un autre biais, vous le savez, c'est celui du CICE, du crédit d'impôt compétitivité, qui baisse, etc. Donc il y a une autre façon de baisser, mais on laisse, c'est vrai, ces charges familiales qu'on aurait pu supprimer, mais à ce moment-là, il aurait fallu supprimer le CICE et faire un lien direct avec un autre dispositif technique fiscale a été adopté. Quelque part, ça va un peu dans le même sens. Est-ce qu'il n'est pas trop complexe? Est-ce qu'il ne... Oh, ça devient complexe. C'est pour ça que je proposerais une forme de simplification quand même de la fiscalité sur le capital et de la fiscalité sur le travail. Une question plus générale, générale sur la Sécu, le trou de la Sécu en général de Jean-Pierre. Ouais. Pourquoi ne pas supprimer purement et simplement le plafond de la sécurité sociale qui, selon lui, permettrait d'élargir l'assiette de cotisation? Aujourd'hui, il a raison. Ça consisterait à faire payer 5 ou 10% de salaire en plus pour les salaires qui sont au-dessus de 2000. C'est 3000 dans les classes moyennes. Donc les classes moyennes. Et donc là, à mon avis, c'est les classes moyennes qui, par ailleurs, on vient de le dire, vont être impactées par de moindres ressources sur la politique familiale. Vous seriez pour, concrètement, c'est pas tout un système plus progressif, disons? Oui, mais avec des taux moins importants. C'est-à-dire que je pense, si vous voulez, toute mesure peut être critiquée, mais en fait, c'est le global qu'il faut regarder. Quel est le niveau de pression fiscale? Est-il progressif? Est-il simplement proportionnel, etc. Est-il trop important? Ne l'est-il pas? Moi, vous savez, donc les bricolages où on dit ce taux-là, il est pas bien, etc. Moi, je pense que on a fait du bricolage qui était utile, nécessaire pour aller vite et pour aller chercher les ressources. Maintenant, il va falloir que nous mettions tout à plat, prendre le temps, ça c'est pas une réforme du jour au lendemain, et que on aille aussi vers la convergence fiscale. Ça a été dit, François Hollande l'a dit à propos de l'Europe. Je veux dire, fondamentalement, on ne peut pas avoir une fiscalité qui soit extraordinairement différente de ce qui se passe ailleurs en Europe, que ce soit pour la TVA, que ce soit pour l'impôt sur le capital, l'impôt sur les entreprises ou l'impôt sur les particuliers. On a parlé là des recettes, mais une autre façon de trouver de l'argent, c'est d'en dépenser moins. Ignès, ancienne membre de la section PS du 13e, je n'ai pas dirigé spécialement contre vous, évoque les arrêts maladie abusifs, les abus à la CMU, d'autres parlent des fraudes aux allocs. Est-ce que la fraude représente quelque chose d'important, d'abord, et puis plus largement sur les dépenses, où peut-on faire des économies? Alors d'abord, il faut être absolument, il faut avoir aucun laxisme vis-à-vis de la fraude, et en particulier la fraude aux prestations sociales. Une fois qu'on a dit ça, les quelques rapports dont nous disposons disent quoi? Disent que 80% de la fraude, elle est sur les cotisations, elle n'est pas sur les prestations. C'est-à-dire que, en gros, c'est le travail au noir, les entreprises, etc., etc. Donc ça, quand j'entends rarement quand ceux qui protestent, ils ne parlent pas de ça. Donc 20% de la fraude, par contre, semble être au niveau des prestations. Et là, il n'y a aucune facilitation à laisser faire. Il faut évidemment être... alors ça a beaucoup progressé. Et puis voilà, il faut être très, très actif pour lutter contre cela. Il y a d'autres économies possibles que la lutte contre la fraude? On peut imaginer quand même qu'il y ait une harmonisation aussi d'un certain nombre de régimes qui fait qu'on puisse économiser quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros en unifiant un petit peu des éléments de gestion. Est-ce qu'il faut vraiment des caisses primaires d'assurance maladie alors qu'on a des ARS qui soient dans des moitiés de départements? Est-ce que si on le faisait au plan régional, ça ne serait pas suffisant? Donc, si vous voulez, il peut y avoir... S'il faudra le faire, je pense sincèrement, même si à chaque fois on gagne 5 millions, 10 millions d'euros, il n'y a pas des milliards. Vous savez, le taux, la gestion par la sécurité sociale, le coût de gestion de la sécurité sociale, je parle bien de la gestion de la sécurité sociale, pas la dépense, la gestion est un des taux les plus faibles au monde qui soit. En contrepartie de l'effort demandé sur la branche famille, le Premier ministre a annoncé la création de crèches. Alors on va revenir en même temps à l'élu parisien que vous êtes. Vous avez la certitude aujourd'hui que ces crèches seront construites, financées, etc. et que la garde des enfants de 3 ans sera assurée? Écoutez, je ne sais pas. Alors, il y a un effort qui est fait qui va dans cette direction. Et car vous soulignez un point très important. On parle des allocations. J'allais dire que la vieille sécurité sociale, c'est celle qui répare ou celle qui compense essentiellement par de l'argent. Je pense que la nouvelle sécurité sociale, c'est pas celle qui répare, mais c'est celle qui va prévenir. Alors, et c'est celle qui va fournir des prestations qui aident. Alors,
Celle qui veut prévenir, c'est la prévention en matière de santé, c'est à la retraite aussi des politiques de lutte. On n'a pas parlé de la dépendance sur les problèmes de retraite. Moi, je souhaite que la dépendance soit abordée, évidemment, dans la discussion des retraites, et donc qu'on ait des attitudes préventives dans toutes les politiques sociales. Alors, en matière d'allocation familiale, on sait que ce qui est aujourd'hui le plus utile pour les familles et le plus juste dans la lutte contre les inégalités, c'est pas le fait de donner des chèques, encore que c'est utile bien sûr, mais c'est la possibilité par exemple de scolariser ou de socialiser très tôt les enfants. S'ils peuvent être en crèche, s'ils peuvent être à l'école plus tôt, eh bien, il y a des progressions. Alors, dans le cadre de la politique que mène Vincent Payon sur l'éducation nationale, le recrutement d'enseignants, il y a aussi un volet maternel, et avec un fléchage particulier dans les zones défavorisées, de façon à ce que la maternelle soit assurée, si possible, à partir de 2 ans. Dans certains cas, c'est quelque chose de très utile. Donc, j'espère bien que cette politique va être mise en œuvre. C'est la politique du service public de la petite enfance. On va effectivement passer au municipal et à Paris, puisque vous êtes membre de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo. On sentait un temps d'ailleurs que vous aviez des velléités pour vous présenter à cette municipale, on va peut-être en parler. En tout cas, vous êtes chargé dans son équipe de la cellule Projet Grand Paris. Alors on sait que c'est un thème qui fait débat, en tout cas dans cette municipale à Paris. Valérie Pécresse notamment a signé une tribune en début d'année pour sauver le Grand Paris. Elle disait qu'il était en train de se faire au rabais avec 40% notamment de décalage dans la livraison. Est-ce que c'est un Grand Paris au rabais qu'on est en train de préparer ? Dans ce que dit Valérie Pécresse, elle reste obnubilée par ce qu'a fait Sarkozy, c'est-à-dire non pas un Grand Paris au sens d'une métropole. Il n'y a pas une ville au monde de la taille de Paris qui ne soit pas organisée dans son aire métropolitaine, c'est-à-dire non seulement la ville, mais la banlieue. Bien, c'est simple, toutes les villes le font, en Europe, dans le monde entier. Et la taille de Paris, à la fois en termes de nombre d'habitants, Paris stricto sensu, Paris à l'intérieur du périphérique, et dans ses limites géographiques, l'handicap d'une façon absolument considérable. Donc l'idée de construire une grande métropole parisienne est absolument fondamentale. Qui va dans le sens de la réforme de la décentralisation, absolument, qui elle aussi est en plein examen. Absolument. Ce qu'avait fait M. Sarkozy, il nous avait dit « je vais construire un grand métro à la hauteur de la banlieue. Je ne le finance pas, c'est un autre sujet, vous vous débrouillerez après moi. Mais voilà, bon. Le métro, c'est utile. On a repris, on a fait quelque chose qui est, à mon avis, plus efficace et plus juste. Voilà. On est en train de le financer dans une période où vous avez compris que les financements publics ne sont pas faciles. Mais surtout, on a décidé de faire cette métropole politique. Et non pas simplement une métropole construite sur un métro, mais quelque chose où on rassemble les politiques publiques, les élus, pour avoir une seule politique, ou en tout cas une politique coordonnée sur l'ensemble de la métropole parisienne. Le logement, par exemple. Le logement en particulier, puisque vous le savez, on construit très peu de logements en Ile-de-France, en tout cas très largement, de façon insuffisante par rapport aux besoins. Valérie Pécresse, justement, elle demande que la hausse de la TVA de 7 à 10 points soit consacrée au financement du Grand Paris. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? Bon, elle prend de l'argent dans la caisse et puis elle dit que c'est bien. Voilà. Non, le Grand Paris va être financé par des financements complexes de l'État. Je pense que vouloir prendre un tuyau pour l'amener chez soi, c'est une bagarre de chiffonnier, ça donne pas plus de résultats. L'important, c'est que les travaux soient décidés et qu'ils soient financés. Le coût aujourd'hui du Grand Paris ? Du nouveau Grand Paris tel que vous nous l'avez présenté. C'est 30 milliards d'euros sur 15 ans, c'est quelque chose qui est quand même très, très significatif, mais qui sera payé pour l'essentiel par la région parisienne. Je dis ça parce que nos amis de province peuvent dire mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que aujourd'hui l'Île-de-France est très largement contributaire positivement, et elle le continuera, et elle va se payer son Grand Paris, son métro du Grand Paris. Très rapidement, j'ai envie de vous demander, il n'y a pas eu de primaire à proprement parler au Parti Socialiste, vous le regrettez aujourd'hui ? Écoutez, si je vois les primaires, la manière dont elles se sont passées à l'UMP, non. Parce que ça n'a pas véritablement intéressé les Parisiens, et en plus à l'UMP, ça a donné lieu à des dérèglements un peu ridicules. Moi, si j'ai fait le choix de me rallier à la candidature d'Anne Hidalgo,
c'est d'abord parce que sur le fond, on a constaté, on s'est rapproché, on a vu qu'on avait vraiment des positions qui étaient communes. Et à partir de là, si vous voulez, l'opportunité était de savoir quel est l'intérêt, au-delà de son propre ego. Bon, moi j'ai pensé que dans cette période, en tout cas, où il y a un certain décalage entre ce qui est notre préparation bien légitime des élections municipales et les préoccupations immédiates des Parisiens, franchement, ce que nous avions à débattre ne méritait pas qu'on l'expose plus longtemps devant les Parisiens, mais qu'on se rassemble pour être plus efficace. C'est ce que on parle d'ego, juste pour terminer sur ces questions un peu plus personnelles. On a un internaute qui nous a envoyé une question au tout début de l'émission. Il vous dit que vous étiez dans l'équipe de campagne de François Hollande, chargé de la santé d'ailleurs notamment, et vous n'avez pas été appelé pour un poste de ministre. Alors on vient de dire que vous n'avez pas non plus été candidat à Paris. Est-ce que vous avez de la rancœur ou de l'impatience en tout cas on sait que le mot ambition est employé par beaucoup en ce moment. Oui. Je pense qu'il faut... Moi je trouve que non, je n'ai franchement pas certainement pas de la rancœur, ni même d'amertume. Bon, j'ai dit à un moment que j'avais regretté de ne pas faire partie de cette équipe parce que j'avais une ambition qui était celle de changer effectivement. Je crois que notre système de santé va connaître dans les années qui viennent de très grandes difficultés et j'ai l'impression que de temps en temps, on ne prend pas la mesure de ces difficultés. Vous voyez, je ne suis pas de ce point de vue, je n'annonce pas des lendemains qui chantent. Et vous voudriez être le ministre Non, bon, maintenant, je suis parlementaire dans une période politiquement passionnante, extrêmement difficile. On vient de parler de tous les sujets. J'ai ma liberté de parole, j'ai l'intention de l'utiliser. J'ai des choses à dire. Je voudrais aider ce gouvernement, mais pas toujours simplement en étant dans l'argumentaire de ce qu'il fait, mais en lui demandant aussi d'avoir plus d'ambition de réforme. Je pense que il faut aujourd'hui aller plus loin dans les réformes. Il faut donner plus de perspectives et ne pas se contenter de gérer. Moi, je suis pour une gauche réformiste, et qui dit réformisme dit pragmatisme, mais dit aussi perspective, transformation sociale. On l'a vu, vision à long terme. Voilà. On termine cette émission comme d'habitude avec les 5 dernières minutes, avec quelques questions d'actualité. C'est Michel qui commence, pardon. Donc jeudi, c'était la mort de Clément Méric. Pour vous, c'est un fait divers isolé ou c'est le symptôme d'une montée des extrémismes ? Je pense que c'est le rappel de la présence des extrémismes, en l'occurrence d'un extrémisme de droite, et puis c'est la diffusion dans la société d'idéologies qui favorisent le passage à l'acte. C'est-à-dire que la violence dans les individus, malheureusement, elle est présente partout. Et quand ou bien on envoie des messages dans la société où on dit la violence, vous devez la réfréner et la gérer en l'évacuant sans agressivité vis-à-vis des autres, ou bien on dit mais non, votre violence elle est légitime et allez-y, les autres sont tous des salauds, etc. Et je pense qu'il y a un peu trop de tolérance aujourd'hui dans une idéologie des extrêmes, ou plus exactement dans des idéologies du passage à l'acte. Tout ce qui, dans cette société où nous sommes en tension, les Français sont inquiets, ils vont avoir des efforts à faire, il va falloir transformer leur comportement. C'est une affaire plus de police, de justice ou de politique ? Non, de politique. Je pense que c'est les politiques. Un fait politique. Bien sûr, c'est un fait politique. Je pense que les politiques doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Je veux dire, on peut pas. Les mots ont un sens. On peut pas. Moi, j'entends certaines outrances verbales. Moi, j'ai critiqué les outrances verbales de mon propre parti en son temps. Et je trouve que les outrances verbales aujourd'hui de l'opposition sont un vrai problème. Pas pour tous, mais... Il y a un lien, vous pensez, avec peut-être pas directement, avec la mort de Clément Méric ? Je pense que des gens sont dans l'outrance, et ceux qui sont par ailleurs à l'extrême sont encore plus outranciers que les autres. Donc il y a une espèce de surenchère. Vous condamnez aussi le ton de parti de la gauche de faisons la gauche. Attention. Oui, je pense que faire des discours de haine, des discours de déni, c'est toujours la faute aux autres, rien n'implique jamais soi-même, j'ai le droit à tout, etc. Ce type de discours sont des discours dangereux. Oui, bien sûr. Mais je ne les mets pas sur le même plan que des discours de haine. Voilà.
vendredi 7 juin, c'était donc la mort de Pierre Mauroy, on en parlait tout à l'heure avec l'hommage qui lui a été rendu ce matin. On avait envie de vous demander, Jean-Marie Le Guen, il y a deux Pierre Mauroy finalement. Est-ce que vous êtes plutôt le Mauroy des grandes réformes sociales, les 39 heures, là c'est les 5 semaines de congés payés, l'ISF, les nationalisations, ou est-ce que vous êtes plutôt le Mauroy du réalisme et du courage avec ce qu'on a appelé la rigueur à partir de 1983 ? Je pense qu'il a montré justement à cette période-là qu'il était un homme d'État. Être capable d'avoir la joie et avoir la joie de mettre en œuvre un changement qui a été déjà préparé, c'est au plan des symboles quelque chose de merveilleux. Mais après, être capable de maîtriser ces réformes merveilleuses pour les faire rentrer dans le réel et dans la durée, ça c'est quelque chose qui est la marque de l'homme d'État. Je pense que effectivement le réformisme de Pierre Mauroy, c'est la réforme et le sens du réel. Donc vous prenez les deux. Je prends les deux et en tout cas je sais qu'il a été un homme d'État considérable. Y compris en 83, quand beaucoup de gens voulaient le pousser à avoir une politique de la fuite en avant. Continuons de revisiter la semaine, on arrive au week-end pendant lequel le Parti socialiste a perdu 2 sièges de députés dans des partiels, bon, avec une très faible participation, c'est clair, mais est-ce que malgré tout, c'est pas le signe d'un désamour, d'un échec? Et puis, votre majorité, là, elle est plus que de 3 voix à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au point de départ, on n'aurait jamais eu espéré avoir les sièges en question en 2000. Oui, on peut voir les choses comme ça. Non, mais c'est vrai, aucun commentaire. Moi, je veux dire, nous étions stupéfaits de la victoire de nos candidats. Donc, j'allais dire, on revient à des choses, entre guillemets, plus normales, plus prévisibles, le tout dans un contexte de très grande démobilisation. Voilà, donc moi je n'en vois pas un signe politique particulier, si ce n'est qu'évidemment nous ne sommes plus dans la vague qui succède. Et au fil des élections, vous avez perdu plusieurs sièges. On parle d'un congrès aujourd'hui, il faut une majorité des 3/5 au congrès. Est-ce qu'au fil des semaines, finalement, ça ne rend pas plus aléatoire cette échéance-là, par exemple ? Si, vous avez parfaitement raison. Les marges de manœuvre, la force politique dont nous disposons pour réformer la société est plus faible, un peu plus faible que celle qui existait précédemment, c'est une donnée. Et on peut quand même comprendre que quand on voit dans les sondages une certaine forme d'insatisfaction d'un nombre important de Français, ceci se traduisent aussi pour partie dans des élections nationales, en l'occurrence des élections législatives. Et on va passer à la dernière question, et là on va s'adresser au président du conseil de surveillance des hôpitaux de Paris, APHP, vous l'avez dit tout à l'heure, et aux spécialistes de la santé que vous êtes. Donc en début de semaine, on a appris qu'il y avait encore 2 nouveaux cas dans l'affaire du furosémide, donc c'est ce remplacement accidentel de somnifères dans des boîtes de diurétiques du laboratoire Teva. Ça aurait provoqué donc, ça aurait, je dis bien, 2 décès ainsi qu'un cas grave. Alors après le Mediator, les pilules, le Psychotech ou d'autres médicaments, est-ce que ce n'est pas le scandale sanitaire de trop, tout simplement ? Écoutez, moi d'abord, il faut évidemment prendre toutes les mesures les plus rigoureuses qui s'imposent. Je crois qu'elles sont en train d'être prises. En même temps, on se demande ce qui s'est passé. C'est-à-dire, est-ce que c'est un accident industriel, on aurait confondu un produit avec un autre, ou est-ce que c'est de la malveillance? Enfin, tout ça n'est pas clair. C'est même assez inexpliqué dans l'état actuel des choses. Bon, donc, il faut être très rigoureux, aller mener une enquête très précise. Maintenant, on ne pourra jamais garantir le fait qu'il puisse y avoir des accidents industriels, même si ils sont inacceptables et ils doivent être sanctionnés. Mais préventivement s'assurer. C'est donc, il n'y a pas un problème de structure dans la surveillance des médicaments. On a réformé l'agence du médicament il n'y a pas si longtemps. En l'occurrence, pour l'instant, dans l'état actuel de mes connaissances, je ne vois pas de problème systémique. Je vois un problème... franchement, d'une entreprise. Oui, d'une entreprise, et, voilà, ou localisée, etc. Je ne vois pas de problème systémique. C'est pas le défaut de surveillance qui a été mis, ou les principes généraux, ou de la faiblesse intellectuelle qui a laissé passer des produits. Ça, on a connu ça. Donc là, je dirais, c'est un accident industriel qui ne se fait pas dans un contexte qui, a priori, au moment où je vous parle, montre des faiblesses particulières. Donc simplement,
Vous craignez une contagion éventuellement avec encore des cas qui vont arriver dans les prochains jours? Non, je ne crois pas, mais je n'ai pas les éléments pour le en problème. juger. En tout cas, il est clair que si on a du furosémide de chez Teva, il vaudrait mieux passer à un autre médicament pour la période qui est là. On terminera par ce sujet d'actualité. Merci Jean-Marie Le Guen d'être venu sur ce plateau répondre aux questions des internautes et des rédactions. Merci Michel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que demain nous recevons le sénateur Gérard Larcher, sénateur UMP, à partir de 10h30. Alors d'ici là, restez connectés.